Nouveau journal sur Eden TV. Au sommaire, le message du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Saka Lafia à l'endroit des Béninois dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises. Thème retenu, viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national. Commémoration du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie, Emmanuel Macron et Theresa May ont posé la première pierre du mémorial britannique ce jeudi matin. Et puis Vladimir Poutine a reçu hier au Kremlin Xi Jinping, le président chinois qui est attendu ce jour au Forum économique international à Saint-Pétersbourg. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Je le disais à l'entame de cette édition, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia, a adressé un message à tout le peuple béninois dans le cadre de la célébration de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national ». On l'écoute. Chers compatriotes, de nos jours, le terrorisme est la principale menace à la paix. La forte médiatisation de cette forme de criminalité contribue à intensifier son impact sur les populations. De ce fait, l'extrémisme violent constitue une hantise pour les communautés internationales dont il compromet la stabilité et le développement. En effet, les zones frontalières, en raison de leur enclavement et de leur éloignement des grands centres urbains, se voient parfois délaissées, oubliées du développement, livrées aux affres de la pauvreté et à la marginalisation, toute situation propice à l'émergence de la criminalité et des violences de toutes sortes. Pour parer à cette menace, notre pays, le Bénin, a élevé depuis 2007 au rang des priorités nationales la gestion efficace et efficiente des espaces frontaliers. Béninoises et Béninois, l'édition de la Semaine béninoise des frontières sera marquée cette année par le lancement d'une mobilisation nationale au profit des espaces frontaliers. Cette mobilisation, qui se poursuivra jusqu'en décembre 2019, a pour objectif d'amener toute la communauté nationale et internationale à prendre conscience des risques liés à l'abandon des espaces frontaliers en les livrant aux menaces terroristes. Elle permettra au gouvernement, au secteur privé et aux partenaires de prendre les dispositions nécessaires en vue d'accroître substantiellement leur intervention dans ces zones sensibles et géostratégiques. Tout cela contribuera à renforcer la dynamique de viabilisation des espaces frontaliers et le sentiment d'appartenance des populations à leur patrie. Le comité de direction élargi du ministère de la Santé a tenu ce mercredi 5 juin 2019 sa réunion statutaire à l'Infosec de Cotonou. Occasion pour le ministre Benjamin Rompati d'échanger avec tous les acteurs de la santé sur les grandes préoccupations du moment afin de donner de nouvelles orientations quant à la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement. Carnot François Ronguaderinta, Damien Pedro. Pour la mise en œuvre des grandes décisions du gouvernement dans le domaine de la santé, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Rompati, a convoqué la réunion statutaire du comité de direction élargi du ministère. Des assises qui se tiennent à Cotonou selon un agenda bien chargé, comme le confirme ici Dr Lamindi Salami, conseiller technique en charge des soins de santé primaires. L'agenda qui est proposé pour ce CODI élargi est un agenda très chargé et qui tient compte du fait que actuellement le ministre et tout le gouvernement se sont engagés dans la réforme du secteur à mettre au pas tout ce qui semblait s'alanguir, quitte à ce que nos populations puissent bénéficier des soins de qualité.
Quelques responsables du domaine de la santé présents nous ont livré leurs impressions. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui pour parler avec l'autorité ministérielle. Et nos attentes, c'est qu'on se dit que suite à la participation à ce CODI élargi, nous sommes proches de notre ministre de la Santé. Nous allons parler vraiment franc jeu. Nous allons lui dire le problème après l'état des lieux. Et pour prêtre que je suis et directeur diocésain de la santé, la vie de l'homme, c'est la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est l'homme vivant. Et de ce point de vue, aucun effort ne peut être de trop pour que la santé de la personne humaine soit assurée. Et c'est à cela que doivent servir les différentes réformes mises en route, qui sont des réformes bien avenues, qui sont des réformes qui permettront à la personne humaine de recouvrer la santé. Durant 2 jours que vont durer ces assises, les cadres du ministère de la Santé vont redécouvrir leurs responsabilités face aux besoins des populations. Il ne reste qu'à souhaiter qu'ils s'approprient des conclusions issues de ces dernières afin de satisfaire la prise en charge sanitaire des populations. Nous parlons toujours santé pour s'intéresser à l'hypertension artérielle qui est l'élévation permanente des chiffres de la pression du sang dans les artères. Une maladie fréquente qui augmente avec l'âge. Les causes, conséquences et manifestations de cette affection dans ce reportage de Linda Kao, Romaric Devouchi et Laurent Tonéikes. L'hypertension est caractérisée par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères qui fatigue le cœur. Elle est l'une des maladies les plus graves et les plus fréquentes. L'hypertension se manifeste aujourd'hui dès le bas âge et peut être héréditaire. Avant, on recherchait l'hypertension chez l'adulte de plus de 50 ans. Aujourd'hui, déjà à n'importe quel âge, il y a l'hypertension artérielle aussi au niveau chez les enfants, dans un contexte donné, dans une maladie donnée que je ne peux pas tout vous détailler ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la personne âgée qui fait l'hypertension artérielle, mais aussi les enfants aussi peuvent faire l'hypertension artérielle. Une maladie silencieuse selon les médecins, mais qui se manifeste à travers plusieurs signes. Soi-même, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Quelques rares maux de tête, quelques rares vertiges, quelques rares lourdeurs de la nuque, quelques rares visions floues qu'on attribue soit à un paludisme, à une infection. On n'a pas toujours l'idée de l'hypertension artérielle. La contraction précoce de l'hypertension artérielle est due à plusieurs facteurs de risque, surtout alimentaires. Lorsque quelqu'un maintenant dépasse les 13,8, il faut faire attention et il faut surveiller. Les tensions élevées ne se viennent jamais seules. Il y a toujours tout autour un sujet qui est en surcharge de poids, un sujet qui a une hérédité de maladie cardiovasculaire, donc qui est issu d'une famille d'hypertendus ou de diabétiques. Il y a toujours un sujet qui a du cholestérol parce qu'il mange gras, parce qu'il n'est pas du tout sportif. Il y a toujours un sujet qui a d'autres éléments associés. Les conséquences de l'hypertension artérielle peuvent entraîner des crises cardiaques et sans l'intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles. Le 14 juin prochain, les donneurs de sang seront, comme à l'accoutumée, au cœur de toutes les attentions. En prélude à la journée mondiale de donneurs de sang, la rédaction d'Eden TV vous propose un reportage sur l'importance du don de sang et les raisons qui justifient le nombre réduit des donneurs de sang au Bénin. Un acte précieux, pourtant banalisé par la majorité des Béninois. Il s'agit du don de sang. Plus qu'une nécessité, ce geste qui sauve est d'une importance qui n'est plus à démontrer. Il y a des malades qui attendent partout et à tout moment, il y a des demandes. Il faut des donneurs pour que ceux-là soient sauvés. Toutefois, force est de constater que peu de Béninois s'acquittent régulièrement de ce devoir citoyen qui consiste à sauver la vie humaine.
Au-delà du manque de sensibilisation, d'engagement et de fidélisation des donneurs, la peur et la superstition selon lesquelles le sang donné s'acquiert par des malfaiteurs ou plus précisément par des cybercriminels pour des sacrifices occultes au Bénin constituent les principaux facteurs qui expliquent la réticence des uns et des autres à aller donner de leur sang. Actuellement, des dispositions sont prises pour que, même si cela se passait, cela ne puisse plus se passer. N'importe qui ne prescrit plus le sang, n'importe quelle clinique ne fait plus la transfusion si vous n'êtes pas agréé par l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, qui est notre partenaire privilégié. La sensibilisation des citoyens sur la nécessité du don de sang régulier s'impose donc en vue d'un changement de comportement. Sensibilisation qui ne saurait se faire qu'à l'occasion de la journée mondiale du donneur bénévole du sang, mais de façon continue. Aucun problème sur l'organisme. Je suis déjà à plus de 10 dons de sang. Je suis à mon 10e don de sang. Je suis un donneur de sang régulier bénévole. J'ai ma carte de donneur. On les invite à donner du sang pour aider nos malades, surtout dans les hôpitaux. Soulager au moins les pauvres citoyens, les malades qui sont dans les hôpitaux, les femmes qui ont accouché, qui ont besoin du sang, les enfants également qui sont en évier. Nous sommes là quand même pour pouvoir les accompagner dans ce sens-là. Les populations sont donc invitées à accomplir le geste qui sauve, car plus que jamais, non seulement la sécurité des donneurs est garantie, mais également celle des patients qui en ont besoin. En témoignent d'ailleurs les nombreuses analyses qui sont faites avant de mettre le sang à leur disposition. Actualité en dehors du Bénin, commémoration du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie. Emmanuel Macron et Theresa May ont posé la première pierre du mémorial britannique ce jeudi à Vers-en-Mer. Voyez ici l'image ou l'hommage d'Emmanuel Macron. Ce mémorial que les Britanniques imaginent depuis longtemps, nous l'avons acté dès notre premier entretien à Paris, en juin 2017. Nous en avons formalisé le principe lors du sommet franco-britannique de Sandhurst, le 18 janvier 2018. Et nous sommes là, 1 an et demi plus tard, à Gold Beach. Là où, il y a 75 ans, le 6 juin 1944, près de 25 000 soldats britanniques ont débarqué pour libérer la France du joug nazi. Là où de jeunes gens, qui pour beaucoup n'avaient jamais foulé le sol français, ont pris tous les risques. Débarquer au petit matin sous le feu allemand, progresser sur une plage jonchée d'obstacles et de mines. Là où, dès le soir du 6 juin, a commencé à se dessiner la victoire avec la conquête d'Arromanches, cette commune où sera installé le port artificiel de Marbury. La jonction avec les troupes canadiennes de Juno Beach peut alors se faire. Puis, dès le lendemain, la prise de Bayeux fut l'une des toutes premières villes françaises à être libérée de l'occupation barbare orchestrée par le Reich. Ce 6 juin 1944, plus de 400 Britanniques furent tués. Témoignage à présent des vétérans qui étaient présents ce jour du 6 juin 1944. Suivez plutôt. A été déplacé de l'Écosse vers le sud de l'Angleterre, donc on savait qu'on participerait, on se doutait qu'on participerait à quelque chose, on ne savait pas quoi, on ne savait pas si c'était important, on ne savait pas où. Et on l'a su quand on a ouvert les enveloppes sur les passerelles et à prendre les dispositions qu'on devait prendre. Pas de problème, on n'a pas tiré un coup de canon. Pas tiré un coup de canon, tout s'est bien passé. À terre, ils avaient des problèmes, eux, ils étaient attardés, mais nous, en l'air, on n'a rien vu. Sauf que le lendemain, les Allemands se sont réveillés parce qu'ils avaient déplacé ils sont revenus avec leur aviation et notre chef d'escorte a été coulé à côté de nous d'ailleurs. Comme j'avais rejoint De Gaulle, j'ai pu obtenir des pellicules officielles
si vous voulez, de la marine, et un appareil. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris des photos sur l'Arnoncule. J'étais le photographe officiel. Et pendant le débarquement, j'ai pris des photos. Si finalement ce débarquement s'est bien passé, si les chalands sont arrivés à terre au bon moment, c'est parce que des escorteurs comme nous avons fait la police. Et la grande absente de ces commémorations, c'est évidemment la Russie. Vladimir Poutine n'a pas été convié. Pourtant, l'URSS a joué un rôle clé dans ce conflit et en a payé le prix fort. La Russie n'a pas été conviée à cette commémoration au débarquement du 6 juin. Pourtant, l'URSS a joué un rôle clé dans ce conflit et a payé le prix fort, en particulier lors de la bataille de Stalingrad, qui s'est avérée dans l'issue de cette Seconde Guerre mondiale. The invasion has started. Sans le sacrifice des soldats russes, le débarquement n'aurait sans doute pas eu lieu en Normandie. Entrée en guerre aux côtés des Alliés en 1941, l'Union soviétique va réussir à repousser les offensives allemandes, avec en point d'orgue la bataille de Stalingrad. Entre août 1942 et février 1943, c'est l'une des plus sanglantes de l'histoire. Un combat acharné au corps à corps dans les rues dévastées et les décombres de la ville. Près de 800 000 soldats, allemands, italiens ou roumains, furent tués, dont la totalité de la 6e armée allemande. Défaite cuisante pour Hitler, cette bataille met fin à la superpuissance de la Wehrmacht. Un moment stratégique de la Seconde Guerre mondiale, les forces allemandes ne se remettront jamais de la défaite. Leur puissance est affaiblie, le moral des troupes est au plus bas. La bataille de Stalingrad montre les faiblesses de l'armée allemande sur le front Est. Au même moment, les États-Unis sont encore de simples spectateurs du conflit en Europe jusqu'au débarquement en Normandie du 6 juin 1944. Une opération militaire importante, mais sans égale par rapport à l'offensive de l'armée rouge sur le front Est, l'opération Bagration. L'objectif, libérer entièrement l'occupation militaire allemande de la Biélorussie et des pays baltes. Bagration va détruire 28 divisions allemandes et faire plus de 400 000 tués chez les Allemands, soit 3 fois plus que les pertes infligées par les Alliés en Normandie. La combinaison des deux opérations marque le déclin du Troisième Reich. Prise en étau tout aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, la Wehrmacht est acculée. La guerre est aux portes de l'Allemagne. À bout, le Reich est vaincu le 8 mai 1945. Une guerre que les Russes ont payée au prix fort. Plus de 27 millions de personnes ont péri dans ce conflit. Et puis Vladimir Poutine a reçu ce mercredi au Kremlin Xi Jinping, le président chinois, qui est attendu ce jeudi au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Plus de précisions avec Antoine Clairaut. Le Forum international économique de Saint-Pétersbourg coïncide avec la visite d'État du dirigeant chinois Xi Jinping en Russie. Et c'est tout sauf un hasard. En effet, le rapprochement entre la Chine et la Russie paraît presque naturel, évident, dans le contexte géopolitique actuel. Sanctions et accusations d'ingérence d'un côté, guerre économique féroce avec en particulier la hausse des droits de douane de l'autre. Les deux pays sont engagés chacun de leur côté dans un bras de fer avec les États-Unis et la politique protectionniste de Donald Trump. Et puis au milieu, il y a l'Union européenne qui ne veut pas froisser son partenaire américain, mais qui, dans le même temps, souffre des conséquences de cette situation. Malgré tout, le climat pour les affaires en Russie n'est pas morose pour autant, comme nous l'explique Jean-Pierre Thomas, fondateur de Vendôme Investments. Deux choses. Il y a d'abord l'environnement politique qui n'est pas excellent, il devrait être bien meilleur. Et il y a le climat des businessmen, il y a des chefs d'entreprise, nous en conseillons beaucoup, qui investissent en Russie, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des services bancaires. On a signé joint venture. Et donc, nous avançons. Les hommes d'affaires croient en la Russie, stabilité politique. Des bons résultats économiques. Globalement, la Russie aujourd'hui fait une croissance supérieure à 2%. Le taux de chômage est à 4%. On n'est pas aussi bien nous-mêmes. Et les équilibres budgétaires sont assez respectés. Ils sont quasiment à l'équilibre budgétaire, léger excédent. Et la dette est à 14% du PIB. Je vous rappelle qu'on est quand même beaucoup plus haut. Et donc, globalement, le taux de change entre le rouble et l'euro est relativement stabilisé. Les taux d'intérêt réels ont été très bien manœuvrés par la Banque centrale. Donc, il y a un climat qui n'est pas si défavorable que ça, qui est même assez favorable pour les industriels. Après une hausse des échanges commerciaux entre la Russie et la Chine de 25% en 2018, ce forum est l'occasion pour Pékin de continuer à développer sa coopération avec Moscou.
la Chine, mais pas seulement. Il y a beaucoup de monde sur ce forum, plus de 17 000 personnes sont attendues, des représentants de plus de 140 pays, dont l'Allemagne, le Japon ou encore la France, bien entendu. Apprendre l'économie en s'amusant, c'est le défi que relèvent les jeux d'éducation financière, que ce soit dilemme pour les adolescents ou aventure entrepreneur pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Ces jeux de société permettent de se familiariser avec les notions économiques de base. Reportage. Comme dans la vraie vie d'adulte, ces collégiens apprennent à gérer leur budget par un jeu. Alors pour vous, je vais vous donner la prime d'activité de 100 €. Alors la prime d'activité, vous expliquera au fur et à mesure. Dilemme, développé par une association de lutte contre le surendettement, les met à chaque tour face à un choix, économiser ou bien se faire plaisir. Sans oublier les obligations qui incombent à chaque chef de famille, payer son loyer, sa mutuelle et d'éventuels cours d'anglais. On n'apprend pas forcément dans le milieu scolaire l'éducation budgétaire. Et puis on voulait aussi démystifier le conseiller bancaire voleur, comme certains nous disent, au profit du conseiller bancaire, disons, partenaire. Combien rapporte un livret A? Que faire si j'ai cassé les lunettes d'un ami? Travailler ou non quelques heures supplémentaires? Dilemme, ça donne à réfléchir. Même en ayant un salaire plutôt moyen, on peut quand même réussir à s'en sortir, il faut juste apprendre à gérer son budget. Ils ont 10 ans de plus et se posent des questions du même ordre. Ces élèves ingénieurs pourraient un jour devenir chefs d'entreprise. La Banque de France a développé justement pour ce public Aventure Entrepreneur. Un client grand compte, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais vigilance. Ça vous rapporte pas de la trésorerie immédiatement. Ils ont 4 trimestres pour faire leurs preuves et gérer les aléas positifs comme négatifs de l'entrepreneuriat. On a quand même des interactions entre chacune des entreprises, donc on voit que c'est pas notre entreprise, on l'a créée dans notre petite bulle. On voit qu'on doit interagir avec le monde environnant et le contexte économique. Il existe au moins 2 autres jeux de plateau sur le marché, des simulations qui aideront peut-être les Français, réputés piètres financiers, à y voir un peu plus clair. C'est naturel, l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. À Paris, 10 cuisiniers s'affrontent pour la 2e édition du championnat du monde de l'œuf mayonnaise, un pilier de bistrot. Cette année, c'est le chef de bouillon Pigaille qui est récompensé pour sa réalisation de ce grand classique de la cuisine populaire. Du crouton, de la ciboulette, des légumes al dente sous un œuf mayonnaise, une entrée star du bistrot. C'est naturel l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. Il n'y a pas plus français. Vous connaissez beaucoup de pays où on fait l'œuf maillot? Dans ce restaurant parisien, 10 chefs s'affrontent pour le titre de champion du monde de l'œuf mayonnaise. À chacun sa recette, du plus simple au plus sophistiqué. Moi je suis parti sur le fait de faire un œuf mayonnaise comme on apprend à le faire. Pas plus, pas moins. Là autour c'est des blancs d'œufs frits en fait. Des œufs maillots qui vont passer à la table du jury, attentifs aux moindres détails. Regardez-moi, mon œuf est parti. Voilà. On va pas au bout d'un manque de nerfs. C'est un peu dur en fait. Je trouve que là pour le coup c'est le point faible, la maillot, c'est un peu embêtant. L'œuf est un patrimoine vivant, l'œuf maillot. Donc c'est bien de le voir comme ça, les chefs s'approprier, nous faire des créations tout à fait inédites. Donc c'est quelque chose, je suis vraiment content d'être là. Moi. Un œuf de gros calibre cuit à cœur, de la mayonnaise, un bon assaisonnement. La recette est simple, en apparence. L'œuf mayonnaise, c'est rien, hein. C'est un œuf avec une mayonnaise et de l'accompagner avec l'assaisonnement le plus parfait qui soit. Donc c'est très peu de choses qui font qu'un plat tout d'un coup peut devenir sublime. Donc c'est là où on retrouve un petit peu la quintessence du savoir-faire d'un chef, c'est avec peu de choses faire le meilleur. Bouillon Pigalle, Pierre et Guillaume Boussier. Le vainqueur, c'est lui, ce chef parisien qui propose un œuf maillot à 1,90 €. Un petit prix pour un grand classique de la cuisine populaire. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions, hein. Je suis très heureux, je ne m'y attendais pas. Et je suis très content et très fier pour le restaurant aussi, et puis pour tout le monde qui nous a accompagnés. Une entrée sans chichi,
des œufs de qualité, du vinaigre de Xérès et du poivre de Campote. Voilà la recette. Maintenant, à vos fourneaux. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.